Fréjus, 30 septembre 2003. Il est 15h30 quand un cri d'horreur transperce la quiétude de la campagne varoise. Rita Hugues, 51 ans, Suisse allemande, appelle la police, affolée. Allô? Police? Elle explique, dans un mauvais français, qu'elle vient de découvrir son mari au milieu d'une mare de sang dans la salle à manger. Mon mari mort! Immédiatement, la police judiciaire de Fréjus dépêche le brigadier Daniel Burguière et le capitaine Bruno Frière sur les lieux. Il est aux alentours de 16h lorsque les deux hommes arrivent au domaine de la Source, un haras dans l'arrière-pays. Et à leur arrivée, les policiers découvrent la femme qui les a alertés, Rita Hugues. Elle est en état de choc. Elle est en larmes, elle est effondrée, dévastée. Elle semble véritablement sous le choc. À l'intérieur de la maison, un homme gît sans vie. Il s'appelle Martin Staub. Il a 51 ans. C'est le mari de Rita Hugues. Il y avait le corps qui était allongé à ce niveau-là, par terre, face contre le carrelage. Quand on arrive comme ça sur les lieux, on voit qu'il y a une bagarre. Que la victime qui est là, sanguinolente, parce que ce sont des traces de sang, mais des marques de sang, de part et d'autre du corps. Et puis bon, les traces de coups que portait le corps. On voit que la victime s'est défendue, qu'elle était maintenue sur le ventre et achevée telle qu'elle était, à plat ventre. On voit qu'il y a eu bataille. On voit que M. Staub a donné sa vie chèrement. Tu notes bien la position du corps ? Martin Staub serait donc décédé sous les coups de ses agresseurs avant d'être étranglé. Il a été frappé à la tête à de multiples reprises. Une agression très violente puisque son crâne semble défoncé. Monsieur Staub aurait été la victime d'une tentative d'étranglement. Il a été retrouvé des traces de coups multiples sur l'ensemble du corps. Les agresseurs de M. Staub s'étaient littéralement acharnés sur lui, alors qu'il se trouvait au sol. Les agresseurs, ils sont pas les deux mains mortes, quoi. Ils sont allés franchement. Guère de doute qu'il s'agit d'un meurtre ou d'un assassinat, mais pas véritablement d'un accident. Quant à l'arme du crime, il semble que ce soit un objet contondant. A priori, un gourdin ou une batte, en tout état de cause, un objet à bord non tranchant, mais extrêmement dur. Alors, que s'est-il passé ce 30 septembre 2003 au domaine de la Source? L'enquête commence. L'identité judiciaire, l'IJ, gèle la scène de crime et procède aux premières constatations. Les collègues de l'IJ font des prélèvements sur place. Prélèvement ADN au niveau des taches de sang et puis au niveau des traces papillaires sur les tasses, sur les verres qui restaient dans la pièce. Pour faire des comparaisons entre les familiers, les gens qui occupent la maison, la victime et les éventuels auteurs. Parallèlement, les experts utilisent également le Blue Star dans toutes les pièces de la maison afin de détecter d'éventuelles traces de sang. Ce Blue Star, c'est une lampe halogène à couleur bleue qui détecte la moindre trace de sang. Ces recherches sont avérées négatives. On aurait dit qu'un ménage avait été fait. Sur cette scène de crime, les enquêteurs ne retrouvent malheureusement aucun indice ni aucune trace pour les aider dans leur enquête. Quant à l'arme du crime, elle est introuvable. Les enquêteurs vont donc entendre Rita Hugues, la veuve. Et voici ce qu'elle va déclarer concernant les heures qui ont précédé le meurtre. D'après elle, son mari Martin Staub serait arrivé aux alentours de 14h. Ensemble, ils auraient pris un café. Puis elle se serait rendue chez une amie de la famille, à 12 km du haras, pour récupérer une tronçonneuse dont son mari avait besoin pour effectuer des travaux. Elle dit aux policiers « Je me suis absentée parce que mon mari voulait récupérer une tronçonneuse qu'il avait lui-même amenée et il voulait la récupérer. »
Rita Hughes déclare qu'elle serait restée environ 3/4 d'heure, 1 heure chez son amie avant de regagner son domicile vers 15h30. Elle revient à son domicile et là, elle découvre le corps de son mari. Elle contacte immédiatement les secours. Mon mari mort. Les policiers procèdent immédiatement aux vérifications. Ils interrogent Daniel, l'ami chez qui Rita Hughes s'est rendue l'après-midi du crime. Daniel, qui est une amie de Rita Hughes, qui a aussi la passion des chevaux, va corroborer cet élément et elle va lui fournir son alibi. Une chose est sûre, Martin Staub aurait donc été assassiné pendant l'absence de sa femme, soit entre 14h30 et 15h30. Alors que s'est-il passé durant ce laps de temps? Martin Staub aurait-il surpris des cambrioleurs? Vu la configuration des lieux, rôdeur au cambrioleur, il faut vraiment y aller exprès. En plus, pour prendre la fuite, vu l'endroit, il n'y a qu'un seul passage, c'était quand même assez risqué pour des cambrioleurs de venir à cet endroit. Si ce n'est les traces de lutte et de violence qu'il y avait dans la cuisine, il n'a pas été remarqué de traces de fouilles. Les placards n'avaient pas été ouverts, les tiroirs non plus, donc nous avons écarté de suite les cambrioleurs. Mais alors, qui en voulait à Martin Staub au point de le tuer? Pour le savoir, les enquêteurs vont fouiller la vie privée de la victime. Peut-être s'y cache-t-il des zones d'ombre qui pourraient expliquer cet assassinat. Martin Staub est l'héritier d'une entreprise familiale fabricant de fours et de cheminées à Saint-Maurice, en Suisse. Et ses affaires marchent plutôt bien. C'est un artisan suisse, il gagne beaucoup d'argent. C'est un chef d'entreprise, quelqu'un qui a une belle réussite, mais qui a un mode de vie tout à fait classique. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de classe, qu'on admirait, qu'on respectait. C'était un homme chaleureux. Son violon d'Ingres, sa passion, c'était les chevaux et les courses de chevaux. C'est un sportif, c'est un driver, c'est quelqu'un qui est dans le dynamique. A priori, un homme sans histoire. Martin Staub, que son entourage surnomme Tino, s'est marié une première fois en Suisse. Il a 3 enfants. En 1997, il rencontre Rita Hughes et c'est le coup de foudre. Quelques mois plus tard, il se marie à Saint-Maurice, en Suisse. Les époux Staub partagent la même passion, celle des chevaux. Ils en possèdent d'ailleurs une dizaine. Le couple fréquente les champs de course et ils se rendent fréquemment à Cagnes-sur-Mer, sur la Côte d'Azur. Ils tombent tous les deux amoureux de la région. Et en 2001, ils décident d'acheter un haras, le domaine de la Source, que Rita restaure entièrement grâce à leurs fortunes respectives. Rita Hughes est une fille de famille, fille unique, qui est née en 1955 en Suisse, qui a été, dit le rapport d'enquête, gâtée. C'est une privilégiée. Elle a été élevée par des bourgeois, des gens qui avaient des moyens. Son père avait une petite imprimerie. Elle avait de quoi, largement de quoi vivre. Elle avait des biens. Seulement, en interrogeant le personnel du haras, les enquêteurs vont vite se rendre compte qu'au fil du temps, le couple connaissait des problèmes. Tino avait même récemment annoncé à sa femme qu'il voulait la quitter. Il semble que ce couple soit sur la fin. C'est ce qui va ressortir d'abord tout au long de cette procédure. Monsieur Staub dit à Rita Hughes, à sa femme, il dit, bon, ben, on va divorcer. Ah bon, pourquoi? Eh bien, j'ai rencontré, en fait, c'était la femme de ménage qui était beaucoup plus jeune que Rita Hughes, avec qui M. Staub s'était mis en amour. Rita accuse le coup difficilement. C'est vrai qu'elle le supporte assez mal, elle se rend compte qu'elle est trompée. Mais il semble que depuis quelque temps, Rita avait repris le dessus. Et d'après son entourage, elle aussi a un amant. Un homme beaucoup plus jeune qu'elle, qui travaille au haras.
Alors naturellement, les enquêteurs se demandent si l'amant n'aurait pas joué un rôle dans le meurtre de Martin Staub. Il y a une piste qui doit sortir, je pense, immédiatement dans l'esprit des enquêteurs, c'est un crime passionnel. Il est plus jeune qu'elle, on se dit est-ce qu'il avait intérêt, vraiment la conception classique, tuer le mari qui a de l'argent pour pouvoir vivre avec sa maîtresse. Les premières pensées, dans le cadre de l'enquête, pouvaient facilement glisser dans le sens du mari, l'amant, un vaudeville. Les policiers partent donc sur la piste d'un drame passionnel. Le jeune amant de Rita Hughes est placé en garde à vue. L'homme clame son innocence et voici ce qu'il déclare. Je n'étais au courant de rien. Je ne suis complice de rien si ce n'est d'avoir aimé. Les enquêteurs vont alors vérifier l'emploi du temps de l'amant pour la journée du meurtre. Les présomptions qui pouvaient peser contre lui s'écroulent immédiatement parce que, à l'heure où cela s'est passé, il a été vu par X commerçants, il était au café, il a été chercher des cigarettes, ensuite il a été chez un garagiste, enfin, tout le monde peut dire qu'il n'était pas là à ce moment-là. L'amant a donc un alibi solide, il est mis hors de cause. La piste passionnelle s'effondre. Pas d'indice, pas de suspect, l'enquête sur la mort de Martin Staub est dans l'impasse. Mais elle va vite rebondir à la faveur de l'expertise médico-légale pratiquée sur la victime. En effet, le rapport d'autopsie va remettre en question la version donnée par la veuve Rita Hughes, qui, souvenez-vous, fixait l'heure du décès entre 14h30 et 15h30. Suite à l'autopsie, on se rend compte qu'il y a des incohérences. L'heure du décès ne colle pas avec l'heure avancée par Rita Hughes. L'heure de la mort n'est pas 14h, mais midi. Donc ça veut dire qu'il était arrivé bien plus tôt. Les enquêteurs sont dès lors persuadés que Rita Hughes ne dit pas la vérité et cache par conséquent des éléments compromettants pour elle. Rita Hughes aurait-elle menti en affirmant qu'au moment de la mort de son mari, elle se trouvait chez Daniel, l'ami des Staub? Étrange, car Daniel avait confirmé aux policiers que la veuve était bien chez elle. Les deux femmes seraient-elles complices? Pour le savoir, les policiers les placent toutes les deux en garde à vue. Et face aux enquêteurs, Rita et Daniel sont visiblement mal à l'aise. Les dépositions de ces deux femmes, de suite, nous ont mis la puce à l'oreille. On sentait que ces deux femmes tentaient de nous cacher des choses, de nous cacher des éléments. Donc il y a eu plusieurs auditions de suite pour essayer de les faire craquer, tout simplement. Et finalement, sous la pression des policiers, c'est Daniel qui craque la première. Elle leur avoue qu'elle a menti. Rita n'est pas venue chez elle à 14h30, le jour du meurtre, comme elle l'avait précédemment déclaré, mais bien plus tôt. Elle explique alors que ce jour-là, si Rita est venue la voir, c'est justement pour lui demander de la couvrir. Parce que je sais qu'elle est venue chez moi et qu'elle m'a dit que Tino avait été... qu'il y avait eu une grande bagarre et que pour finir, Tino était mort. Mais bien sûr, elle me raconte pas les détails. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Et Rita Hughes de demander alors à son ami Daniel de lui fournir un alibi. Elle m'ouvre le coffre de sa voiture, elle me montre la tronçonneuse et elle me dit « Tu diras que je t'avais prêté cette tronçonneuse ». Pourquoi Rita Hughes a-t-elle demandé à Daniel d'inventer cette histoire? Les policiers pressent à son tour la veuve de questions. Rita fléchit et finit elle aussi par craquer. Elle va alors leur donner une autre version. C'est lui. Non, pas moi. C'est là que Madame Staub a commencé à changer de version. Et elle va dire « Oui, bon, je vous ai menti, j'ai eu peur ». Une seconde version qui mettrait deux
2 assassins, 2 auteurs. Cette fois-ci, le nombre était même établi, ils étaient 2. 2 personnes qu'elle ne connaît pas et qui agissent pensant que Rita Hughes n'est pas dans la maison. Rita Hughes reconnaît finalement qu'elle a été témoin de l'agression de son mari alors qu'elle était dans sa salle de bain. Elle a entendu du bruit de bagarre, son époux se faisant massacrer. Et Rita Hughes va indiquer qu'elle sort de la salle de bain affolée, qu'elle ne peut rien faire. Les 2 hommes sont décrits de manière avec une corpulence importante. Des hommes plus qu'inquiétants, puisqu'il y en a un qui s'affuble d'une cagoule. Rita Hughes raconte qu'elle aurait été prise de panique et qu'elle aurait cherché à s'enfuir, mais que les 2 hommes l'auraient rattrapée. Elle indique qu'elle a été menacée, que l'un des 2 auteurs va sortir une arme à feu. En lui disant « tu fermes ta gueule ». Tu fermes ta gueule, sinon je te bute, comme ton mari. Un récit rocambolesque qui ne convainc absolument pas les hommes de la police judiciaire de Fréjus. Et là, on l'a passé sur le grill. Comme on dit, c'était une audition un peu plus musclée, mais moralement, quoi. Rita Hughes, je pense, poussée un petit peu par les enquêteurs qui la mettent face à ces contradictions, va craquer. Mais ils m'ont attrapé avec l'arme. Elle a commencé à pleurer. Et là, je lui ai dit, bon, non-stop, il faut nous dire la vérité, il faut nous dire exactement ce qui s'est passé. La veuve va leur donner une 3e version. Cette fois-ci, elle indique que son mari serait tombé dans un guet-apens. Et là, elle nous raconte exactement les faits, comment ils se sont déroulés. Que tout un guet-apens, une embuscade avait été mise en place. Pour menacer son mari, le cas échéant lui faire peur, mais pas plus. Mais c'est pas moi, comment j'aurais pu faire ça? Rita Hughes déclare avoir voulu juste intimider son mari pour accélérer la procédure de divorce. Elle jure n'avoir jamais voulu sa mort. Elle n'avait aucune haine contre lui. Et elle rajoute que l'idée de ce guet-apens ne venait pas d'elle. Rita Hughes va alors livrer aux enquêteurs le nom de celui qui aurait commandité le meurtre du riche artisan suisse Martin Staub. L'homme s'appelle Claude Fleury. C'est un agent immobilier de 73 ans. Le 3 octobre 2003, soit 4 jours après le meurtre, le capitaine Bruno Frière et ses collègues se rendent au domicile de l'agent immobilier. L'homme est interpellé et placé en garde à vue pour être interrogé. Mais face aux accusations de Rita Hughes, Claude Fleury nie en bloc. Seulement les enquêteurs se méfient, car l'homme n'a pas la meilleure des réputations. Il se disait un peu homme d'affaires. Il était pas sain comme gars, il était pas sain. Oui, c'est un peu un personnage, il fait un peu mafieux. Un physique particulier, tout droit sorti d'un film. Il est toujours avec ses lunettes noires, le cheveu bien lisse, toujours très très bien habillé. Il fait un peu le parrain. La tête de l'escroc, je peux pas mieux dire, la tête de l'escroc. C'est quelqu'un qui parle assez bien et qui peut séduire des personnes qu'il rencontre parce qu'il donne l'impression de connaître beaucoup de monde et de connaître tout sur tout. Il a un côté attachant et en même temps, il a un côté qui fait peur. Claude Fleury raconte aux policiers que Rita Hughes est une simple cliente de sa société immobilière. Et il ajoute que la veuve venait d'ailleurs de lui signer un chèque de 25 000 € d'acompte pour l'achat d'un appartement à Bandol au bord de la mer. Mais une cliente pas tout à fait comme les autres tout de même, car Claude Fleury explique que ces derniers temps, il était devenu le confident de Rita Hughes et que celle-ci lui avait dressé un portrait peu flatteur de son mari, c'est le moins que l'on puisse dire. Au fur et à mesure de nos relations commerciales, elle a commencé par me parler de son mari. Petit à petit, elle m'a convaincu de l'idée que son mari était un sale type. Elle va brosser un tableau épouvantable de son mari pour se faire plaindre, dire que c'est un homme dur, qu'il la vole,
qui a tenté de l'empoisonner, enfin, une vision apocalyptique de son mari. Et une personne très agressive, puisqu'il est même présenté comme ayant tué des chevaux de Rita Hughes en les égorgeant. Et elle se fait donc passer pour une victime vis-à-vis de son mari, ce qui apparaît pour Fleury comme étant la réalité. Face au policier, Claude Fleury, l'agent immobilier, se présente comme la victime d'une femme particulièrement manipulatrice. Elle va lui laisser espérer que le jour où elle ne sera plus du tout en lien avec son mari, elle pourra monter une affaire avec lui en Suisse. Elle lui dit, il faut m'en débarrasser, sous-entendu ou expressément dit, il faut le tuer. Rita Hughes lui aurait dit « J'ai un mari qui est très méchant, il faut le secouer ou éventuellement le tuer. » Ça passera bien. Et Fleury lui dit, d'accord, je vais trouver quelqu'un. Claude Fleury désigne donc clairement Rita Hughes comme la commanditaire du meurtre de son mari. C'est Rita Staub qui a demandé cette chose-là. C'est Fleury qui lui a dit oui en pensant que ça n'allait pas plus loin, que ça irait pas jusque-là. L'agent immobilier explique qu'il a ainsi mis Rita Hughes en contact avec son homme de main et garde du corps, un certain Yves Leguet. Leguet est l'homme à tout faire de Fleury. C'était un type qui était à la dérive, qui était un peu paumé, et qui semble être un peu abandonné, exclu, et que Fleury qu'il prend effectivement un peu comme un factotum, si vous voulez. Il faut surveiller un chantier, on va surveiller le chantier. Il faut conduire Fleury dans un endroit, on conduit Fleury dans un endroit. C'est un homme à tout faire. Yves Leguet qui admire Fleury comme son père. Et d'ailleurs, Claude Fleury appelle toujours Yves Leguet fils. Toujours fils. Tu verras fils, vas-y fils. Les hommes de la brigade criminelle de Fréjus vont alors s'intéresser de plus près à Yves Leguet, l'homme de main. D'après leurs premières informations, l'homme a 40 ans, il est divorcé et habite dans la région. Fleury nous avait dit que Leguet conduisait un véhicule de location de marque Citroën C5. Les agences qui louent à Citroën, c'est Citer. À partir de cette agence, on a réussi à récupérer l'adresse de Leguet. Donc bien sûr qu'on n'a pas été sonné à la porte en disant « Est-ce que c'est vous ?» Non. Si comme nous avait décrit Fleury, Leguet faisait 2 mètres à 100 kilos, on n'allait pas aller à l'affrontement comme ça, c'était inutile. Les policiers vont donc surveiller Yves Leguet et épier ses moindres faits et gestes. On a vu qu'il travaillait de nuit et qu'il rentrait tôt le matin chez lui vers le coup des 7 heures. Le 8 octobre 2003, les forces de police encerclent le quartier où le garde du corps réside. On voulait interpeller Leguet à l'extérieur du domicile et non pas à son domicile de peur qu'il y ait un fort chabrol. Nous avons pris un certain recul le concernant. On nous avait parlé qu'il s'agissait d'un ancien légionnaire. Agressif, enfin, c'est pratiquement un fou furieux, quoi. C'était une caricature, mais il fallait prendre nos précautions aussi. Nous avons attendu que ce dernier sorte de son domicile, sûr qu'il ne soit pas armé. Nous lui sommes tombés sur le rable. L'interpellation se passe bien. Enfin, se passe bien. Dans l'ensemble, assez difficilement, ce monsieur étant un colosse. Finalement, nous avons réussi à l'interpeller. Les policiers procèdent immédiatement à la perquisition du domicile d'Yves Leguet et découvrent, sous l'oreiller, un pistolet. Les enquêteurs se demandent à qui ils ont affaire. L'homme a toutes les apparences d'un dangereux malfaiteur. Il est aussitôt placé en garde à vue pour être auditionné. Monsieur Leguet va très rapidement, dans le cadre de la garde à vue, reconnaître avoir reçu une somme d'argent de la part de Rita Hughes pour tuer son mari. Et le garde du corps ne s'arrête pas là. Il confirme aux policiers que c'est bien Claude Fleury qui l'a mis en relation avec Rita Hughes. Le garde du corps explique que la première fois qu'il a pris contact avec elle, c'était début août 2003, soit 2 mois avant le crime.
Rita lui aurait alors donné rendez-vous sur le parking d'une station-service. Là, elle lui aurait remis une avance de 5 000 € pour donner, dit-il, une correction à Martin Staub. La date est fixée. Ce sera le mardi 30 septembre 2003. Et lui va déclarer dans un premier temps qu'il ne pensait pas aller jusque-là, mais qu'il souhaitait simplement prendre la somme d'argent et menacer, impressionner, faire peur la victime. Mais Yves Leguet explique aux policiers que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il raconte que le jour du meurtre, lorsqu'il arrive au haras, un homme qu'il ne connaît pas est déjà là. Un individu de petite taille, dit-il, trapu et qui portait une cagoule. Il avait l'air de bien connaître les lieux et aurait proposé à Leguet de lui prêter main forte. Les deux hommes se seraient alors jetés sur Martin Staub. Et ce qui devait être une petite leçon a dégénéré. Une fois que c'est terminé, que c'est accompli, on s'en va et Leguet dépose cet individu à un endroit et ne le reverra plus jamais. Lors de sa garde à vue, Yves Leguet explique aux hommes de la PJ de Fréjus que Rita Hugues avait tout organisé. Monsieur Leguet nous indique clairement que Madame Staub est l'instigatrice de cet assassinat. Le juge d'instruction décide alors de placer en détention les 3 complices, Rita Hugues, Claude Fleury, l'agent immobilier, et Yves Leguet, son homme de main. Mais depuis sa prison, Rita Hugues continue de nier tout en bloc et accuse Claude Fleury d'avoir commandité le meurtre de son mari avec l'aide de son homme de main, Yves Leguet. Alors, où est la vérité? Qui dit vrai? Au fil des témoignages, les policiers se demandent si finalement la veuve ne serait pas tombée dans un piège savamment orchestré par Claude Fleury. Car en enquêtant sur sa vie, les policiers découvrent que l'homme n'est pas un inconnu de la justice. Claude Fleury a déjà été condamné par le tribunal de grande instance de Toulon à la fin des années 80 pour escroquerie. Et en 2003, lorsque l'agent immobilier rencontre Rita Hugues, l'homme est aux abois. Ses affaires ne vont pas bien, il est même très malade. Là, il se trouve en difficulté, il a des problèmes de trésorerie, il a du mal à payer son factotum, et c'est pour ça que la rencontre avec Rita Hugues serait très importante pour lui, dans la mesure où elle pourrait lui permettre de monter une affaire en Suisse. Rita Hugues propose alors à Claude Fleury de l'aider à créer une société d'import-export en Suisse. Rita Hugues amenait dans la société ses connaissances de la Suisse, hein, le fait qu'il fallait une personne suisse pour créer la société, c'était obligatoire. Et Fleury amenait ses connaissances du marché immobilier de la Côte d'Azur. Et pour lui, Rita, c'était la passerelle. En fait, c'était le moyen pour monter cette société. Une aubaine pour l'agent immobilier qui espère enfin solder ses dettes. Seulement, il y a un sérieux problème. Le mari de Rita Hugues n'est pas pressé de divorcer. Rita Staub lui indique que ça paraît difficile, compte tenu de la position de son mari, qui l'empêche de divorcer. Et qui fait que les investissements qu'elle pourrait faire ne pourront pas se faire et ne pourront pas se réaliser. Tant qu'ils étaient mariés, n'importe quoi que devait faire Rita, la moitié de ce qu'elle faisait allait automatiquement au mari. Claude Fleury aurait donc eu tout intérêt à ce que la victime soit rapidement mise à l'écart. C'est pour ça que c'était le mari. Tant qu'ils n'étaient pas divorcés, séparés officiellement, il ne pouvait rien faire. Et pour lui, le temps pressait parce qu'en fait, sa société perdait de l'argent, ils étaient pratiquement à la rue. Donc, il fallait faire les choses rapidement. Alors, Claude Fleury aurait-il orchestré la mort de Martin Staub avec l'aide de son homme de main, Yves Leguet? Les enquêteurs ne l'excluent pas, mais pour l'heure, l'agent immobilier réfute ces accusations. Reste le mystérieux deuxième meurtrier. Souvenez-vous, Yves Leguet avait déclaré que le jour du meurtre, lorsqu'il était arrivé au haras,
un autre homme était présent. Le Guet avait déclaré aux policiers qu'il ne le connaissait pas et il leur avait même donné une description plutôt sommaire. Il va décrire cette personne d'un type méditerranéen. Il va dire que c'est une personne de taille moyenne, de corpulence moyenne. Ce dernier donc, porte une cagoule, qu'il a une barbe, pas gros ni maigre. Cet homme détiendrait-il la clé de toute cette affaire? Pour le retrouver, les policiers de Fréjus vont éplucher méticuleusement les listings téléphoniques. Ceux de Rita Hugues, la veuve. Ceux de Claude Fleury, l'agent immobilier. Et pour finir, ceux d'Yves Le Guet, le garde du corps. Et sur les listings de ce dernier, surprise, un numéro revient fréquemment le jour du meurtre. Celui d'un certain Pascal Meunier. Nous sommes penchés sur le cas de ce Meunier Pascal, qui était inconnu de nos services, une personne qui dame quelconque. Nous nous sommes rendus compte que le jour de l'homicide, c'était là le plus important, que cet homme-là, son complice, il l'avait contacté. Reste à savoir si l'homme se trouvait dans le secteur au moment du meurtre. Les policiers procèdent à l'examen du relais téléphonique le plus proche du lieu du crime. La géolocalisation du téléphone de Meunier, il y a une cellule, il y a un relais qui déclenche sur la commune du Muy, sur l'autoroute. Donc on se dit, il était dans le secteur ce jour-là. Pour nous, c'était le complice. L'étau se resserre. Pascal Meunier serait donc bien le deuxième meurtrier. Yves Le Guet a donc menti. Il savait très bien qui était cet homme. Et ce n'est pas tout. En fouillant un peu plus, les hommes de la PJ découvrent que Pascal Meunier avait travaillé par le passé pour Claude Fleury. 6 mois plus tôt, l'homme avait été engagé comme gardien pour surveiller un chantier en construction. Donc, les 3 hommes se connaissent. Et les policiers finissent par localiser le fameux Pascal Meunier. Nous avons mis en surveillance de son domicile, nous l'avons photographié pour savoir à qui nous avions affaire, connaître ses habitudes. Nous avons appris que ce dernier travaillait tôt le matin, partait travailler tôt le matin, 4 h du matin. Le 5 novembre 2003, soit 1 mois après la mort du riche artisan suisse, Pascal Meunier est arrêté à son domicile. Nous avons procédé à une sorte d'interpellation qui finalement s'est très bien passée. Il n'y a eu aucun problème le concernant. Il dit qu'il est mis en cause dans une affaire d'assassinat. Il bouge pas, quoi. Il reste... il n'a aucun geste d'étonnement de sa part. Les enquêteurs perquisitionnent son domicile. Et ils découvrent une liasse de billets. Dans une boîte qui était posée dans le salon, nous découvrons une somme d'argent qui ne semblait pas correspondre au train de vie de ce monsieur Meunier, qui finalement a un salaire des plus normaux. Alors, cet argent liquide serait-il le salaire reçu pour l'exécution de Martin Staub? Placé en garde à vue au commissariat de Fréjus, Pascal Meunier est interrogé sur sa journée du 30 septembre dernier. Dans un premier temps, il balade les enquêteurs, comme l'on dit. Il dit qu'il avait connu une femme sur une messagerie quelconque et que ce jour-là, effectivement, il était venu sur Fréjus avec cette femme pour promener. Ils avaient été au restaurant, mais ils avaient passé la journée. Mais il était incapable de nous dire le nom de cette femme, il était incapable de nous dire où il avait été exactement et tout. Et au bout d'un moment, il a craqué. Ça ? T'as quelque chose à dire là-dessus ? Embrasse, je sais pas. Bon, je vais tout vous dire. Il a dit, écoutez, bon, ça va, je reconnais effectivement, le 30 septembre, je suis venu avec Le Guet. Avec Le Guet. Dans les locaux de la PJ de Fréjus, Pascal Meunier va alors livrer aux policiers le récit de la journée du meurtre. Pascal Meunier, très rapidement, a envie de soulager sa conscience et va expliquer en détail son rôle, ce qu'il a fait, sans contester véritablement sa responsabilité. Pascal Meunier raconte aux policiers que le 30 septembre, il devait être aux alentours de 10h30 lorsqu'Yves Le Guet serait passé le chercher à bord d'une voiture louée pour l'occasion.
C'est à ce moment-là qu'Yves Le Gay lui aurait expliqué ce qu'il devait faire en échange de quelques billets. Yves Le Gay va demander un coup de main. C'est pour secouer, entre guillemets, un mari qui serait violent. Et qu'il pourrait se faire 5 000 €. Mais qu'il fallait qu'il vienne, parce que bien que Le Gay soit costaud, l'homme pourrait opposer de la résistance. Pascal Meunier raconte qu'Yves Le Gay aurait ouvert le coffre. Et c'est là qu'il aurait vu un manche de pioche et une cagoule. Et il découvre dans la voiture des cagoules, des gants, un manche de pioche. Tout d'abord, il panique un petit peu et il demande à Le Gay, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et Le Gay a cette phrase qui ressortira, « T'inquiète, je gère ». Meunier aurait donc suivi l'homme de main dans cette folie meurtrière, sans réellement savoir ce qui l'attendait au départ. Et c'est là que c'est dramatique. Un type comme Meunier, parce qu'il ne sait pas dire non, qui ne sait pas dire hey, tête de... Ça va pas, non? Il y va. Ensuite, Meunier raconte que Le Gay aurait maquillé la plaque d'immatriculation avant de prendre la route, direction Fréjus. Et dans la suite de son récit, l'homme va clairement désigner Rita Hugues comme l'instigatrice de l'assassinat de son mari. Il explique que vers 11 h, sur la route qui mène au Haras, Yves Le Gay, le garde du corps, se serait arrêté pour appeler Rita Hugues depuis une cabine téléphonique afin de s'assurer que le plan se déroulait comme prévu. La Suissesse les aurait accueillis vers 12h30 pour finaliser le guet-apens. Le scénario tel qu'il s'est vraiment réalisé, Monsieur Staub arrive en voiture, Meunier fait le guet. Il avertit que la voiture rouge arrive. Ensuite, Pascal Meunier raconte qu'il se serait caché dans la salle de bain avec Yves Le Gay en attendant le signal de Rita Hugues. Rita Hugues sort, elle vient accueillir son mari. Il rentre dans la maison, elle lui propose de prendre un café dans la salle à manger. Et puis elle s'absente dans la salle de bain. Et elle leur dit, c'est bon, il est là. Monsieur Staub s'est levé, il est dans la cuisine en train de rincer la tasse de café qu'il a bu. Tout de suite, les deux lui sautent dessus. Il va être frappé avec un manche de pioche, un coup très violent. Et le mari de Rita Hugues va quand même se débattre. Attention, Monsieur Staub, c'était quand même quelqu'un de costaud. Et il va y avoir une lutte entre ces trois hommes. Le mari de Rita Hugues qui a une corpulence tout de même importante, Yves Le Gay qui est très grand, et Pascal Meunier qui est beaucoup plus petit, mais qui est extrêmement trapu et costaud également. Meunier donne des coups au visage, des coups très très violents. Le Gay, avec sa matraque, lui tape sur la tête. Enfin, c'est un massacre, ils sont à deux dessus. Il s'est défendu, ne s'est pas laissé faire. Mais contre deux personnes, c'est très très dur. Puis sous la violence des coups, il est à moitié assommé, il est presque inconscient. L'un des deux prend un câble, je crois que c'était le fil du téléphone, et il l'étrangle avec. Et bien sûr, Monsieur Staub gît inanimé sur le carrelage de la salle à manger. D'après Pascal Meunier, c'est à ce moment-là que Rita Hugues les aurait rejoints et qu'elle se serait mise à hurler. Elle hurle, mais elle crie pas parce qu'elle voit son mari mort, non. Elle crie parce qu'elle voit du sang partout, qui a giclé partout, elle voit le désordre, puis surtout elle voit les flaques de sang. Mais selon Meunier, Rita Hugues aurait vite repris ses esprits. À l'issue de la bagarre, donc Madame Staub, pour confirmer le décès de son mari, s'empare d'un miroir de poche qui se trouve dans la salle de bain et le place au niveau de la bouche et du nez de son défunt époux. Elle veut voir s'il y a toujours de la buée, voir s'il est toujours en vie.
qu'il demande à Monsieur Le Guet de toucher la carotide, de savoir si le sang bat encore. Mort? Il est mort. Il est mort. Il est mort. C'est quelque chose qui est rare, mais qui aggrave un petit peu le côté sordide de ce dossier. Et ce n'est pas tout. Pascal Meunier raconte qu'avec Yves Le Guet, ils auraient fait les poches de la victime. Ils vont délester le pauvre défunt de l'argent en espèces qu'il avait apporté avec lui, à la demande de Rita Staub pour mettre fin au divorce plus rapidement. Il y avait à peu près 9 000 € sur lui. Le Guet, effectivement, il dit qu'il s'est servi sur Monsieur Staub qui était mort. Donc c'est abominable hein, comme image. Les deux hommes auraient ensuite pris la fuite. Sur la route, ils se seraient changés et auraient jeté leurs vêtements souillés de sang dans des poubelles. Pour l'exécution de ce contrat, Meunier rajoute qu'il aurait empoché 5 000 € et Yves Le Guet 10 000. Quant à Claude Fleury, Meunier déclare que son ancien patron n'a joué aucun rôle dans cette affaire. Les policiers jugent sincères les aveux de Pascal Meunier, d'autant que l'homme a plutôt bonne réputation. Pascal Meunier est une personne sans histoire, une personne qui a une petite vie. Arbitre de rugby. Il a dans son dossier des centaines d'attestations comme quoi c'était un gentil bonhomme. À la base, c'est pas le mauvais bougre. Pascal Meunier est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui cumule divers emplois et qui, malgré ses emplois, n'arrive pas à sortir la tête de l'eau financièrement. En procédant aux vérifications, les enquêteurs découvrent que Meunier aurait dit vrai. Un appel a bien été passé le vendredi 30 septembre, à partir d'une cabine téléphonique, en direction du portable de Rita Hugues. Dans les locaux de la PJ de Fréjus, Meunier a donc livré aux enquêteurs un témoignage qui scelle le destin judiciaire de la veuve. Reste maintenant à comprendre pourquoi Rita Hugues aurait tendu un piège à son mari pour l'assassiner. Quel est précisément le mobile ? L'argent, hein, tout simplement. C'est l'argent, c'est la domination, c'est le hara. Elle voulait surtout hériter. Le fait de vouloir à tout prix conserver cette propriété était une motivation. De son côté, Rita Hugues réfute toutes ces accusations et ne cesse de crier son innocence. Mais c'est pas moi, comment j'aurais pu faire ça? Non. Nous avons pu la joindre par téléphone. Exceptionnellement, elle a accepté de répondre à nos questions. J'ai jamais commandité le meurtre de Martin Staub. Jamais. Et ça, j'ai dit jusqu'au dernier souffle de ma vie. Quant au mobile avancé par l'accusation, qui serait un litige financier lié au divorce, Rita Hugues le dément catégoriquement. J'ai mis tout mon patrimoine dans ce mariage. Et avec son décès, j'ai tout perdu. Parce que tout mon patrimoine, il est maintenant chez sa famille. Et ses enfants, ils sont hérités. Alors moi, j'ai tout perdu. Et je crois pas, on tue quelqu'un pour tout perdre. Un point de vue partagé par une Allemande, Marion Dupré, une femme qui côtoyait quotidiennement Rita Hugues dans le milieu équestre. Sie wollte ihren Mann nicht töten. Warum sollte sie? Sie wollte in Frankreich mit Pferden in Ruhe leben. Sie wollte ein bisschen Geld verdienen über Immobilien, weil sie kennt viele. Die hat ja in der Schweiz auch schon mit Immobilien gearbeitet. Sie wollte nur an Schweizer Immobilien in Frankreich verkaufen. Ich glaube nicht, dass sie ein Herz aus Stein hat. Sie wollte Vorteil haben, aber sie wollte ihren Mann nicht umbringen. Bin ich mir sicher. Alors, est-ce Claude Fleury qui aurait abusé de la confiance de Rita Hugues? A-t-il, de sa propre initiative, organisé l'assassinat avec Yves Le Guet et Pascal Meunier? Pour la défense de Rita Hugues, il n'y a aucun doute là-dessus. Une tirelire, hein, c'est une grosse tirelire, Rita Hugues. Des Suisses qui vont sur la Côte d'Azur se font dépouiller. Pour reprendre une expression commune, se font dépouiller. Et moi, on ne me retirera pas de l'idée que l'affaire Rita Hugues, ça part de là. Une thèse que réfutent les hommes de la police judiciaire de Fréjus.
Rita Hugues, tout tourne autour d'elle, en fait. C'est vraiment le centre névralgique de l'affaire. Toutes les dépositions, toutes les preuves qui ont été accumulées, tout cela a permis d'établir une chose, c'est que Madame Staub a été l'instigatrice de l'assassinat de son époux. Là, il n'y a pas de doute possible sur la participation, sur l'origine de cette affaire. On ne change pas autant de versions. On n'avance pas des thèses aussi surréalistes. On ne se forme pas un alibi. On ne se forge pas un alibi comme elle l'a fait très rapidement dès sa première déposition. Le 4 juillet 2006, le juge d'instruction, au terme d'une enquête rocambolesque, décide de renvoyer Rita Hugues, Claude Fleury, Yves Le Guay et Pascal Meunier devant la cour d'assises du Var pour assassinat. Les 4 protagonistes encourent la prison à perpétuité. Le 22 janvier 2007, 3 ans et demi après les faits, le procès s'ouvre. Il y a une ambiance un peu difficile parce que se trouve dans le box côte à côte Fleury, Le Guay, Meunier, Rita Hugues, tout ça dans le même box. Étant entendu que c'est un peu, le mot est fort, mais enfin aux assises on peut l'employer, c'est un peu la guerre. Les jurés de la cour d'assises du Var ont 5 jours pour juger de la responsabilité de chacun des 4 principaux suspects. Et très vite, les débats vont se focaliser sur Rita Hugues, la veuve du riche artisan suisse assassiné. Elle va être la star de ce procès. Elle a beaucoup pleuré, elle a parlé fort parfois, parfois elle parlait à voix basse, tout y passait. C'est pas une personne écrasée, et c'est pas une personne qui est écrasée par le remords. Elle a eu tendance à se faire passer pour une victime et à ne pas se présenter sous un beau jour. Elle conteste tout. Claude Fleury, lui, reste impassible derrière ses lunettes de soleil, rejetant en bloc l'étiquette d'escroc qu'on a voulu lui coller. Il n'a pas participé au crime, il n'a pas physiquement, matériellement, il ne savait pas quand ça allait se produire, il n'y a pas eu de préparatif avec lui, il n'a pas de sang sur les mains. Quant à Yves Le Guay, l'homme de main qui a porté les coups et assassiné Martin Staub, les jurés découvrent un homme rongé par les remords. Yves Le Guay a voulu prendre la parole assez longuement pour reconnaître son crime. L'homme de main va alors réitérer ses aveux, mais cette fois-ci sans omettre aucun détail. Et il voulait, en donnant tout le détail de ce qui s'était passé et en donnant le rôle de chacun, expier sa faute, tout en reconnaissant qu'il devait être condamné sévèrement pour ce qu'il avait fait et à demander pardon à la famille de la victime. Le procès bascule lorsque les enfants de Martin Staub réalisent que leur père a été assassiné pour quelques milliers d'euros seulement. Un moment extrêmement fort, lorsque l'un des enfants, Staub, s'est levé à un moment donné. Il est allé vers Le Guay et vers Meunier et il a pris son bracelet-montre, il a décroché sa Rolex et il a dit « Voyez, c'est ça que coûte la mort de mon père ». Dans le box des accusés, Rita Hugues n'arrive plus à faire face. Elle est isolée, elle s'intériorise, elle reste dans une sorte de bulle, totalement dépassée. C'est la catastrophe, c'est la catastrophe. D'abord, il faut encore dire que je ne parlais pas français à cette époque-là. Et en plus, je savais que je n'avais pas donné l'ordre de tuer mon mari. Alors, je remarquais, oui, la haine de la famille envers de moi. J'ai rien pu dire. C'était bloqué dans mon intérieur, c'était bloqué partout. J'ai rien compris. Elle explique que les uns et les autres l'ont soit trahi, soit manipulé, soit ont cherché à profiter d'elle. À l'issue des 5 jours de débat, le verdict tombe. Rita Hugues est condamnée à 28 ans de réclusion criminelle, une peine très lourde. Claude Fleury et Yves Le Guay sont condamnés à 20 ans de prison. Pascal Meunier, quant à lui, écope de 12 années de réclusion. Seuls Rita Hugues et Claude Fleury feront appel de la décision. Ils seront tous les deux rejugés et condamnés à 20 ans. Claude Fleury a bénéficié d'une grâce médicale.
il est aujourd'hui libre.